durée, hein, 1 heure max, avec un temps dédié aux questions à la fin de 10 minutes. Ouais, surtout que vous avez deux intervenants qui causent beaucoup, hein, que ce soit Jérôme ou moi. Voilà, donc il va falloir être efficace. On va démarrer. On est à combien là? On est à 27. Moi, je vais commencer à introduire si tu veux bien, Charlotte. Oui. Ok. Bon, bah, donc bonjour à tous. Donc, bienvenue pour cette webconférence dédiée aux animateurs de captage et à l'animation autour de la stratégie régionale. Ce webinaire fait suite à celui qui a eu lieu dernier en février sur la délimitation des aires d'alimentation de captage, enjeux, méthodologie et financement. Donc aujourd'hui, on est autour des diagnostics de pression. Ce webinaire consacré au diagnostic des pressions sera animé par Bruno Le Breton de la DDTM 22 et pour l'aspect financement par Jérôme Martin de l'Agence de l'eau. L'idée, c'est d'asseoir un peu ce qu'il faut faire comme diagnostic sur la délimitation sur les aires d'alimentation de captage en vue d'y adosser des plans d'action pertinents. Tout ce qui sera plan d'action sera présenté lors de la formation des 7, 17, 18 avril prochains. Et Bruno Le Breton, ici présent, sera aussi là pour présenter quelques idées de plans d'action à mener sur les aires d'alimentation de captage. Voilà pour le rendez-vous d'aujourd'hui et du prochain en avril. Sinon, bah, rendez-vous lundi prochain, le 25 mars, pour un webinaire consacré aux ORE, aux obligations réelles environnementales. Prenez note aussi que le 30 mai, il y a une formation de terrain sur le captage de Princé pour aller voir ce qui s'est fait en termes de plan d'action. Et le 4 juillet, une formation aussi d'une journée sur les ORE. Voilà, donc prenez en note toutes ces dates si ça vous intéresse. Les invitations seront données par Charlotte et par moi-même. Voilà, donc je pense que tout le monde a eu le temps de se connecter. Oui, je pense, on va pouvoir démarrer. Bruno, c'est à toi. Et merci à tous. Bien, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour ce webinaire sur l'objectif donc de regarder un petit peu ce qui doit être fait dans le cadre des diagnostics multipression sur une aire d'alimentation de captage. Alors que ça soit sur des aires d'alimentation de captage en eau superficielle ou en eau souterraine. Et vous verrez que j'apporterai peut-être parfois quelques précisions orales à minima sur ce qui peut se faire dans le cadre d'une ESU ou d'une ESO dans la mesure où on n'a pas obligatoirement des périmètres qui sont bien sûr les mêmes, et on a surtout un diagnostic territorial qui ne porte pas sur les mêmes superficies avec le même nombre d'acteurs, hein, puisque sur de l'eau superficielle, bien souvent, on peut avoir affaire à quelques dizaines, voire centaines d'agriculteurs, donc ce qui est un petit peu différent. Et puis, on a d'autres pressions également, autres qu'agricoles, qui peuvent effectivement intervenir également. Alors, quelques petits rappels tout d'abord. Simplement, bon, c'est des petits schémas hein, que vous connaissez parce qu'ils font partie de différents guides hein, qui existent. Hein, donc, n'hésitez pas non plus à revenir vers ces différents guides qui existent effectivement sur les diagnostics multipression. Alors, certains sont un peu lourds, un peu longs, avec beaucoup de préconisations. J'essaye ici plutôt de vous faire un peu un résumé des choses qui me semblent absolument essentielles. Alors, tout d'abord, dans la démarche, hein, ce qui est important, c'est que le diagnostic multipression va intervenir à un moment donné où on a déjà normalement réalisé un certain nombre de travaux à la fois sur l'aire d'alimentation de captage, déjà bien sûr pour pouvoir la définir, et puis on a un certain nombre de diagnostics, notamment aussi concernant la qualité de l'eau et éventuellement des diagnostics qui portent sur la vulnérabilité intrinsèque de l'aspect hydromorpho-géologique au niveau du territoire. Donc ça, c'est des éléments que vous devez d'abord disposer avant d'engager un petit peu votre diagnostic parce que ça va influencer beaucoup la direction que vous allez donner dans ce diagnostic territorial. Alors, quelles sont les études un petit peu préalables, bien sûr, hein, c'est ce qui est rappelé dans la diapo un petit peu précédente, hein, c'est bien sûr le diagnostic initial de la qualité de l'eau, quelles sont les problématiques qui vont se poser, est-ce qu'on est sur une problématique uniquement phyto, uniquement nitrate? Bien souvent, il ne faut pas se faire d'illusions, on a plutôt les deux problématiques, hein, parce qu'elles sont quand même en général intimement liées. Hein. L'étude de l'aire d'alimentation est absolument capitale pour pouvoir effectivement bien délimiter votre champ d'intervention.
Et puis, vous allez pouvoir avoir quelques études complémentaires, notamment sur les aspects géologiques, qui vont permettre éventuellement de définir des zones de vulnérabilité. Éventuellement, vous avez des données sur certains sous-BV lorsque vous êtes en eau superficielle qui vous permettra peut-être de cibler un petit peu plus le diagnostic justement multipression plutôt que de l'étendre à l'ensemble du territoire, à l'ensemble de l'aire d'alimentation. Vous allez peut-être pouvoir déjà définir des aires d'alimentation sur lesquelles vous allez agir un petit peu plus particulièrement, donc une partie de cette aire d'alimentation. Et puis, on va passer sur la phase effectivement du diagnostic qu'on appelle multipression. Multipression parce qu'on n'a pas que les sources de pollution agricole, bien sûr, à regarder, mais on a aussi les non agricoles. Hein, et dans un certain nombre de cas, ça n'est pas négligeable. Et dans tous les cas, il faut le faire aussi pour un principe d'équité vis-à-vis du diagnostic que l'on peut faire sur un territoire pour que tout un chacun se sente concerné aussi par rapport à la qualité de l'eau. Hein. Donc, ce diagnostic, on l'appelle diagnostic territorial multipression. Donc, c'est à la fois agricole et non agricole, même si on sait que la plupart du temps, sur les problématiques nitrates et phyto, bien évidemment, la partie agricole est absolument essentielle. Et puis, vous pouvez aussi avoir une nécessité de faire des diagnostics socio-économiques qui doivent nous permettre aussi d'identifier l'ensemble des acteurs qui sont concernés par cette aire d'alimentation, à la fois en tant que intervenants sur les territoires, mais aussi en tant que bénéficiaires éventuellement de ce captage, parce qu'ils peuvent également avoir un rôle important à jouer dans les actions qui pourront être mises en œuvre, et notamment en termes aussi de moyens financiers, d'accompagnement technique qui pourront effectivement allouer à ce diagnostic multipression. À noter donc, bien évidemment, les études sont réalisées en lien avec toujours un comité de pilotage qui doit valider, et ça c'est très important d'avoir un comité de pilotage qui va vous permettre d'encadrer à la fois techniquement et politiquement l'ensemble de votre démarche. J'insiste beaucoup sur ce point-là parce que c'est important que tous les acteurs soient associés à ce COPIL. Il est également très important que les résultats des différentes études soient restitués aux acteurs. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de pire que de vouloir faire des études un petit peu dans son coin sans avoir une communication et sans faire preuve de pédagogie, notamment, j'y reviendrai beaucoup, notamment entre ce lien sur qu'est-ce que l'on observe en termes de qualité d'eau et le diagnostic des multipressions. Il est important d'expliquer en permanence effectivement les liens entre les différents éléments et bien délimiter les champs d'action en précisant à chaque fois que lorsqu'on a délimité une aire d'alimentation de captage, on est bien sur une problématique de pollution diffuse et que cette pollution diffuse, hormis des problématiques éventuellement de pollution aérienne, elles sont bien liées aux pratiques sur cette aire d'alimentation de captage. On entend souvent dire oh oui, mais ça vient peut-être d'ailleurs, etc. Non, dès lors qu'on a délimité une aire d'alimentation de captage, la source ou les sources de pollution diffuse sont sur ce périmètre, effectivement. Et puis, clairement, lorsqu'on va réaliser ces diagnostics, c'est la base qui va nous permettre, effectivement, de construire un plan d'action après. Et il faut que le plan d'action soit connecté à la fois aux études préalables sur la qualité de l'eau avec le diagnostic des pressions pour qu'effectivement, il soit parfaitement accepté. Un petit schéma classique que vous connaissez tous, à savoir d'où viennent les pollutions. Donc là, ça va être l'objet effectivement du diagnostic. Et puis, on va avoir dans ces pollutions celles qui sont d'origine agricole et celles qui sont d'origine non agricole, notamment lorsqu'on a des problématiques, par exemple, avec des aires d'alimentation, avec des aires urbaines. On sait que les problématiques d'assainissement collectif peuvent générer aussi des formes de pollution. Donc ça, c'est le volet non agricole d'un diagnostic multipression. Dans l'élaboration et la mise en œuvre du plan d'action, vous aurez ensuite, après, mais ça fait l'objet sans doute d'un autre webinaire, il faudra être clairement en capacité de définir les objectifs pour le territoire. On travaille sur quel type de choix d'action à mettre en œuvre. Clairement, il nous faut identifier des pilotes, identifier les plans de financement qu'on va pouvoir mettre en œuvre, et puis au regard également de nos études préalables qui auront pu être réalisées, notamment historiques, parce qu'on peut avoir des points de basculement, notamment dans l'évolution des teneurs en phyto, en nitrate, qui peuvent être importants pour construire effectivement les plans d'action. Donc, c'est important ensuite de bien définir les modalités, le suivi, l'évaluation effectivement en concertation avec les acteurs, avec
une phase qui va être une phase de mise en œuvre du plan d'action, hein, avec le suivi de ces indicateurs. Et en fonction des résultats du suivi et de l'évaluation du plan d'action, il faut être capable effectivement de réajuster, si nécessaire, ces plans d'action, hein. Donc, il faut avoir des visions à court et à moyen terme et être capable éventuellement de les faire évoluer, hein. Je réinsiste là-dessus. À noter, donc, la mobilisation des acteurs concernés est très importante dans cette phase, hein, bien évidemment. Je passe sur ce petit schéma qui est classique, hein, là aussi, sur l'état des lieux, le diagnostic, le plan d'action. On regarde ce qui se passe et, si nécessaire, on fait un retour pour regarder quelle est l'efficacité effectivement du plan d'action qui peut être mis en œuvre. Si on regarde maintenant le contenu réellement d'un diagnostic multipression, il faut savoir que ce diagnostic doit porter, lorsqu'on est sur une aire d'alimentation de captage, sur l'ensemble des sources potentielles de contamination, hein, sur l'ensemble du territoire, donc sur l'ensemble de l'aire d'alimentation, hein, qu'elle soit diffuse ou ponctuelle. Alors, les ponctuelles, normalement, c'est réglé au travers des problématiques liées au périmètre de protection de captage, mais vous pouvez avoir des règlements de périmètre de protection de captage qui ont plus de 30 ans et qui sont parfois désuets, effectivement, vis-à-vis des enjeux, hein. Les pollutions ponctuelles, elles peuvent quand même continuer à exister. On peut en avoir de nouvelles, notamment au travers des sièges d'exploitation, bien évidemment, et puis également de l'utilisation d'un certain nombre de matériels sur un territoire qui peuvent générer effectivement des pollutions ponctuelles. On pense bien souvent à la problématique phyto, mais également dans le cadre des nitrates, avec la problématique de stockage, de débordement de fosses, etc. On peut aussi avoir des sources de pollution ponctuelles qui peuvent, si elles deviennent récurrentes, devenir des sources de pollution diffuse. Alors, bien évidemment, je réinsiste aussi là-dessus, en dehors du monde agricole, il y a d'autres activités qui peuvent aussi générer, donc ne pas les ignorer et ne pas passer sous silence, hein, le diagnostic sur les autres pressions agricoles, dès lors qu'on aura identifié notamment des aires urbaines, des industriels, bien sûr des stations d'épuration qui vont avec tous ces éléments-là, des zones de stockage, hein, je pense notamment à des problématiques de stockage d'engrais azotés, qui parfois peuvent être des sources de pollution relativement importantes au travers de déversements de sacs qui partent en partie vers l'eau pluviale et qui vont rejoindre des cours d'eau, hein, notamment. Le diagnostic, c'est une étape clé, hein, de partage de la connaissance. Alors, quand je dis partage de la connaissance, c'est qu'il faut, à un moment donné, être en capacité, d'un point de vue pédagogique, d'expliquer le diagnostic que l'on va réaliser et d'expliquer les résultats que l'on a sur un territoire, donc par rapport à un ensemble de pratiques et vis-à-vis notamment de la problématique de la qualité de l'eau. Donc, on va avoir bien sûr ce qu'on appelle le diagnostic territorial des pressions et des émissions agricoles, le DTPEA, les pressions agricoles, hein, pour faire simple, hein. Et là, il va falloir effectivement regarder ce qui se passe sur ce territoire pour avoir une meilleure compréhension du lien entre la pratique et la qualité de la ressource en eau. Il doit nous amener des éléments de compréhension, notamment pour mieux construire notre plan d'action. Alors, apporter des éléments de compréhension, c'est aussi parfois être en capacité, dans le cadre de ces diagnostics, on y reviendra tout à l'heure, de regarder des étapes clés éventuellement de ce qui s'est passé sur ce territoire. Une aire d'alimentation de captage, on va avoir une photographie sur ce qui existe aujourd'hui, sur les 4-5 dernières années, mais faire un petit focus, si on en a les moyens, de regarder qu'est-ce qu'il y avait il y a 20 ans, qu'est-ce qu'il y avait il y a 30 ans, nous permet aussi parfois de regarder quels ont été les éléments, les points de rupture qui ont amené à des contaminations. C'est aussi des éléments de compréhension et des éléments de pédagogie qu'on peut être amené à faire auprès justement du monde agricole. C'est aussi le diagnostic un élément clé pour connaître et mieux connaître l'ensemble des acteurs, parce que vous allez avoir au travers de ce diagnostic une relation directe avec notamment les différents agriculteurs. Je ne dis pas le monde agricole, mais bien les agriculteurs ou les autres acteurs si vous avez des industriels ou des EPCI, des espaces urbains, hein. Permet une connaissance partielle des phénomènes à inscrire dans une dynamique d'amélioration de la connaissance du territoire, parce que justement, vous allez regarder qu'est-ce qui s'est passé dans les années passées, qu'est-ce que sont les pratiques d'aujourd'hui et en quoi elles peuvent effectivement générer des sources de pollution,
Exemple pour les pressions phyto, hein, c'est ce qu'on appelle la chaîne causale des pollutions, hein. On a l'application des interventions culturales, ce qui offre bien évidemment des pressions sur un territoire. On a des émissions, hein, et puis on va avoir des transferts qui vont arriver jusqu'à la pollution au niveau du captage. Donc il faut être capable là aussi de faire le lien au travers du diagnostic entre ces différentes étapes, ce qui est parfois un déni, hein, notamment d'un point de vue agricole, de relier effectivement des pratiques de fertilisation, des pratiques phytosanitaires par rapport à des pollutions, sachant qu'on a un temps de réaction, la plupart du temps, là aussi, au niveau du milieu, qui peut être plus ou moins rapide, hein, entre une pratique et effectivement sa pollution. Ce que l'on observe aujourd'hui est souvent la résultante de ce qui s'est passé les 10 dernières années, ou voire même plus précisément les 2, 3 dernières années. Mais en modifiant les pratiques aujourd'hui, on sait que le résultat ne va pas être atteint dès demain ou après-demain. Il va falloir souvent un petit peu de temps pour que le milieu retrouve un certain équilibre. Ce qui me semble également important, hein, c'est dans le cadre de ce diagnostic, c'est de bien construire le pilotage, hein, et d'identifier clairement l'ensemble des acteurs qui vont être mobilisés. Il ne faut pas hésiter à faire un état préalable de la connaissance du territoire, c'est-à-dire que vous allez là aussi disposer d'un certain nombre d'éléments historiques, peut-être de diagnostics qui ont déjà été réalisés, récents ou plus anciens, qui vont permettre de mieux connaître le territoire. Il vous faudra fixer des objectifs très clairs pour le diagnostic des pressions agricoles, notamment est-ce qu'on est dans le cadre d'une eau superficielle ou dans le cadre d'une eau souterraine, parce que là, vous n'allez pas obligatoirement fixer les mêmes objectifs. Dans le cas d'une eau superficielle, vous allez peut-être cibler notamment un diagnostic plus précis des pratiques sur une partie du territoire. Lorsqu'on est plutôt sur de l'eau souterraine, on peut s'attacher la plupart du temps à faire le diagnostic territorial auprès de chaque agriculteur, par exemple. Hein, voilà. Donc ça peut être une différence essentielle. Et puis, autre point dans cet élément, est-ce que vous cherchez simplement à faire une photographie du territoire à un moment donné, ou est-ce qu'éventuellement vous voulez mettre en avant, parce que vous l'avez justement dans vos études préalables, cette évolution dans les pratiques, l'introduction d'une nouvelle culture qui a généré des nouvelles pollutions, une modification importante dans des pratiques culturelles qui aurait généré là aussi effectivement un basculement dans les transferts de pollution diffuse. Ne pas oublier, mais ça je pense que tout à chacun on est bien conscient, de dégager les moyens humains et financiers, bien évidemment, pour pouvoir réaliser ce diagnostic. Sans, sans personne dédiée effectivement à ce diagnostic, c'est très difficile. Alors, attention là aussi à travailler, parce que vous ferez sans doute appel à des bureaux d'études, attention à ce que les moyens humains justement dédiés pour faire ce diagnostic soient bien calibrés par rapport aux objectifs que vous allez fixer. Il ne s'agit pas d'avoir un demi-ETP pour faire des diagnostics, s'il s'agit effectivement d'aller diagnostiquer une centaine d'agriculteurs, parce que là, globalement, ça ne sera pas suffisant. Donc, adéquation entre ces moyens financiers, ces moyens humains de suivi vis-à-vis de l'objectif qu'on se fixe. Il vous faudra établir un cahier des charges. Il y en a de multiples, hein. Là, beaucoup de PCI ont aujourd'hui construit des cahiers des charges pour réaliser ces diagnostics, ou des syndicats d'eau. Donc, vous pourrez vous appuyer sur des exemples. On pourra même vous en fournir si nécessaire. Et n'oubliez pas une chose, c'est que votre diagnostic, il va s'enrichir au fur et à mesure de sa réalisation. Et ça sera peut-être important que vous puissiez réunir notamment le comité technique ou le comité de pilotage en cours de diagnostic en fonction des premiers résultats, pour pouvoir justement réorienter, affiner. Donc, n'encadrez pas toujours complètement votre cahier des charges. Gardez-vous aussi quelques options potentielles pour avoir des diagnostics complémentaires qui vous sembleraient peut-être nécessaires à un moment donné, pour mieux comprendre ce qui se passe sur votre territoire. L'état des connaissances, c'est le premier point à regarder. Donc là, on suppose que l'aire d'alimentation a déjà été définie. Il faudra être très clair sur l'origine et la typologie effectivement des pollutions. Est-ce qu'on a une problématique phyto? Est-ce qu'on a une problématique, et quel type de problématique sur les phytos avons-nous? Une problématique nitrate ou non? Est-ce qu'on a l'ensemble des problématiques qui peuvent effectivement apparaître? Et alors, ce que j'évoquais, c'est quelle intensité, quelle dynamique temporelle on va avoir effectivement également dans nos sources de pollution. Est-ce qu'on a une saisonnalité qui apparaît ou non?
Et on voit bien si on est sur de l'eau souterraine ou sur de l'eau superficielle, on n'aura pas du tout la même approche parce qu'on peut avoir des transferts très différents quand on est sur de l'eau superficielle ou quand on est sur de l'eau souterraine. Est-ce qu'on a une évolution récente ou non de ces concentrations? Est-ce que c'est plus lointain et à quel moment? Est-ce qu'il y a des faits marquants sur votre territoire? Ça, il faut en avoir une vision à peu près claire au démarrage de votre diagnostic. Et puis, il y a des éléments complémentaires, mais qui sont souvent associés avec l'élaboration de l'aire d'alimentation de captage qui vous sont nécessaires aussi, à savoir, c'est quoi notre sol, c'est quoi notre géol, hein? Est-ce qu'on a des zones de vulnérabilité? Est-ce qu'on a une hydrologie particulière sur ce territoire? Est-ce qu'on a des problématiques aussi d'hydromorphologie qui font que globalement, on a des connexions, par exemple, entre nos zones humides et nos cours d'eau qui ne sont pas bonnes, qui favorisent aussi peut-être un certain nombre d'éléments. On va regarder également tous les problématiques d'hydromorphie. Est-ce qu'on est plutôt sur des sols qui vont être sains ou on a plutôt des grandes zones humides? Voilà, il faut être capable effectivement d'avoir une vision claire sur ce territoire avant de démarrer ce diagnostic. Cette partie-là, normalement, est plutôt réalisée au moment de l'élaboration de l'aire d'alimentation de captage. Si ça n'est pas le cas, il faut l'intégrer en élément de connaissance préalable à votre diagnostic. Et puis, vous allez avoir des diagnostics alors, non agricoles hein, qui existent bien souvent sur les aspects assainissement non collectif. Normalement, vous avez des bilans qui peuvent être disponibles auprès des EPCI. Hein. Vous avez des bilans de stations qui peuvent exister. Vous avez des bilans sur les industriels avec les charges de polluantes, avec les rejets. Donc ça, il faut pouvoir les récupérer. Et c'est à partir de ces éléments-là que vous allez juger si vous avez des études complémentaires ou non à mener en fonction du diagnostic proprement dit. Je rappelais tout à l'heure en introduction qu'on peut avoir une démarche différente si on est en eau superficielle ou en eau souterraine. Ça dépend avant tout de la surface de l'aire d'alimentation de captage. Hein. Et donc, on va rentrer dans un niveau de précision qui peut être différent. Deuxième point, je l'ai rappelé également déjà tout à l'heure, est-ce que notre objectif, c'est d'avoir une photographie des pratiques qui sont récentes sur les 5 dernières années ou est-ce que parce qu'on a justement des éléments de connaissance, on va regarder ce qui s'est passé sur 1 ou 2 décennies, hein, de quel élément de référence historique on va disposer pour expliquer justement peut-être une partie d'un basculement, notamment dans le transfert des pollutions. Ça aussi, ça peut être d'un point de vue pédagogique très intéressant à avoir lorsqu'il va falloir le partager avec l'ensemble des acteurs. Et dans ce diagnostic, il va falloir aussi qu'on s'interroge sur quel degré de précision on va rechercher pour comprendre le lien entre pratique et pollution. Il y en a certaines qui sont relativement faciles, d'autres c'est parfois un petit peu plus délicat, dès lors qu'on a aussi un certain nombre de molécules, par exemple d'un point de vue phyto, qui sont interdites depuis 20 ans et sur lesquelles on a encore aujourd'hui des contaminations qui peuvent être relativement importantes. Pour le reste, c'est en général un petit peu plus simple de faire le lien entre les pratiques, effectivement, la pollution qui est observée sur la ressource. Si on prend le diagnostic des pressions agricoles, soit lorsqu'on est effectivement sur une eau superficielle, on va s'interroger sur est-ce que je vais serrer mon diagnostic sur une partie de mon aire d'alimentation, c'est-à-dire est-ce que j'ai pu identifier des sous-bassins versants qui seraient beaucoup plus fortement contributaires vis-à-vis de la pollution qui est observée. Hein. Donc ça va nous permettre éventuellement d'avoir un diagnostic sur l'ensemble de l'aire d'alimentation, mais avec un niveau de précision, notamment sur des itinéraires techniques, sur des systèmes culturaux plus précis sur certains sous-BV, que l'on va pouvoir extrapoler sur le reste, ou lorsqu'on est effectivement plutôt sur une aire d'alimentation en eau souterraine, donc ou une herbe superficielle, mais de petite surface, on va plutôt privilégier effectivement le diagnostic à l'échelle de chaque exploitation. Dans tous les cas, c'est plutôt le diagnostic à privilégier, mais là, tout dépend de la taille de l'aire d'alimentation. Ce qu'il ne faudra pas oublier dans ce diagnostic, c'est qu'à chaque fois, le diagnostic doit nous servir à identifier dans les systèmes les pratiques que l'on va pouvoir effectivement estimer à risque. Et puis, il va falloir aussi travailler sur quels indicateurs on va retenir pour juger ensuite du plan d'action, à quelle échelle, hein, est-ce que c'est à l'échelle du sous-BV, est-ce que c'est à l'échelle de la prise d'eau, est-ce que c'est à l'échelle de la parcelle qu'on va juger des éléments de résultat,
notamment si on est sur une problématique nitrate ou sur une problématique phyto. On y reviendra tout à l'heure. Sur le diagnostic en tant que tel au niveau d'une exploitation, il faut avoir en tête qu'il faut entrer sur un système pour essayer de comprendre le fonctionnement de l'exploitation, de son système globalement. Il ne s'agit pas de simplement répertorier un certain nombre d'indicateurs, le nombre d'animaux, la surface, les cultures, les principaux itinéraires. Il faut être capable de rentrer dans le système d'exploitation, quel risque effectivement il peut générer du fait de ces rotations, du fait de ces itinéraires globalement, puisque c'est bien ce système-là, quelque part, que vous allez essayer de faire évoluer lorsque vous allez travailler sur le plan d'action. Donc, avoir une idée, effectivement, du mode de fonctionnement global de l'exploitation, avec ses contraintes également structurelles, ne pas l'oublier. Deuxième point essentiel sur le diagnostic, on vient de parler de l'exploitation, c'est le diagnostic paysager, notamment sur l'aspect taille du parcellaire, les pentes, les cours d'eau, les zones humides. C'est un élément clé également sur tout ce qui est risque de transfert, que ce soit en phyto ou en azote, qui va nous permettre d'avoir effectivement, là aussi, d'apprécier un niveau de risque vis-à-vis d'une présence ou de l'absence d'un aménagement paysager qui nous permet effectivement d'être un petit peu plus résilient ou non. Et puis, vous avez un dernier diagnostic qu'il ne faut surtout pas oublier, c'est bien le diagnostic du siège d'exploitation ou des sièges d'exploitation, parce que là aussi, vous pouvez avoir des problématiques qui peuvent être de pollution ponctuelle, qui peuvent se transformer en source de pollution diffuse permanente. À partir de là, on va évaluer les pressions, quantifier le risque, et on va pouvoir se servir d'analyse de sol, de travailler sur des reliquats également à l'échelle de chaque exploitation, et on va caractériser l'utilisation de l'ensemble des produits phyto sur l'ensemble de nos exploitations. Si on revient un petit peu plus dans le détail maintenant sur ce diagnostic d'exploitation, sur le système en tant que tel, vous allez regarder bien évidemment les éléments un peu clés, même si je vous ai dit tout à l'heure, il faut comprendre le système d'exploitation, il faut quand même avoir quelques éléments d'analyse un petit peu chiffrés. Donc, il nous faudra bien sûr les éléments concernant les productions d'azote, les itinéraires, les rotations, les pratiques, est-ce qu'elles sont adaptées, pas adaptées, est-ce qu'elles génèrent des risques. Et puis, vous allez avoir un certain nombre d'indicateurs qui vont être liés aussi à ces éléments-là, notamment des indicateurs qui me semblent absolument essentiels à réaliser dans une phase à la fois de diagnostic, mais également de réalisation de plans d'action, notamment sur les indicateurs de reliquat, qu'ils soient en sortie d'hiver, post-absorption, de reliquat début de drainage. À vous de construire effectivement des éléments, des analyses qui vous permettent d'objectiver les résultats obtenus auprès de chaque exploitation. Si on regarde l'aspect phyto, bien, il nous faudra également avoir des données sur les aspects pression phytosanitaire, les molécules utilisées. Il y en a un certain nombre qui sont proscrites normalement en aire d'alimentation de captage, mais qui sont souvent très, très utilisées. Est-ce qu'on a les zones de non-traitement sont bien respectées ou non? Et là, il ne s'agit pas simplement, entre guillemets, de collecter de l'information pour vous entendre dire je respecte la réglementation. Non, il s'agit de construire une relation de confiance pour vraiment mettre en avant les pratiques de l'exploitation, que ce soit en matière azotée, en matière phyto, qu'on ne soit pas, entre guillemets, dans le déni d'une pratique qui serait effectivement non réglementaire. À la limite, on s'en fout dans le cadre du diagnostic, mais ça nous permet effectivement après, d'avoir des leviers qui vont être plus ou moins efficaces. Si on a déjà des pratiques qui ne sont pas réglementaires, ça veut dire qu'il faut déjà être capable d'activer l'ensemble de ces leviers pour déjà éviter des transferts de pollution. On va travailler bien sûr sur la problématique des rotations culturales, la gestion des couverts végétaux, la gestion des zones sensibles. Alors, tout ce que j'appelle zones sensibles, c'est à la fois lié au paysage, ça peut être toutes nos zones humides, toutes les interfaces effectivement avec le milieu, qui peuvent avoir de l'importance, notamment en cas d'azote de dénitrification ou dans le cadre des phytos, en protection effectivement pour limiter les transferts, que ce soit aérien ou par l'eau. Sur les indicateurs, je viens déjà de l'évoquer. On a toute la problématique des reliquats et ça, c'est absolument essentiel.
Les surfaces qui sont en rotation à risque fort, moyen et faible, ça c'est important dans un système d'exploitation de comprendre la logique de rotation, d'assolement sur une exploitation et de bien les mettre en relation avec le risque de lixivation d'azote, mais également de prendre en compte dans ce cadre-là aussi la problématique structurelle de l'exploitation avec du parcellaire qui peut être effectivement plus ou moins éloigné, qui peut induire là aussi des pratiques beaucoup plus à risque sur un certain nombre de parcelles, ce qui va poser la question à un moment donné, éventuellement, dans le plan d'action, qu'est-ce que je peux faire d'un point de vue foncier pour améliorer éventuellement la structure et éviter notamment des rotations à risque sur des parcelles qui seraient situées uniquement sur l'aire d'alimentation de captage. D'un point de vue phyto, on a beaucoup d'indicateurs et notamment ceux qui sont liés au DPR2 qui peuvent être très intéressants bien sûr à collecter. Et puis vous avez la pression effectivement phyto, alors au travers de différents indicateurs. S'engager sur de l'IFT au niveau de chaque exploitation, ça n'a pas beaucoup de sens. Il vaut mieux travailler en termes de molécules, de quantité utilisée de façon un petit peu plus précise. L'IFT va vous noyer un petit peu l'ensemble de vos pratiques. Donc il vaut mieux être capable de rentrer dans du détail effectivement sur les molécules, les quantités de matières actives qui peuvent être utilisées. Sur le paysage, c'est un élément clé qu'on oublie souvent dans le cadre des diagnostics multipression, notamment sur l'eau superficielle, lorsqu'on est sur des AAC en eau superficielle. L'occupation de l'espace, avoir une photographie claire de l'occupation de l'espace, du plan parcellaire, des pentes, les chemins de l'eau, hyper important de bien caractériser l'ensemble des chemins de l'eau qui vont jusqu'à votre captage, parce que là, ce sont les sources principales lorsque vous êtes en eau superficielle de pollution, bien évidemment. Les zones de transfert, l'aménagement paysager présent, leur positionnement vis-à-vis des risques de transfert, que ce soit en termes de transfert vis-à-vis de l'eau, mais également de l'aérien. N'oubliez pas que le transfert aérien d'un point de vue phyto, il existe et qu'on a un redépôt de ces matières éventuellement quelques centaines de mètres plus loin. Donc là aussi, on peut avoir des éléments de transfert qui peuvent être relativement importants. La protection qui existe sur les milieux sensibles, notamment vis-à-vis des cours d'eau, des plans d'eau, des sources globalement, des zones humides. Les zones humides, dans quel état sont-elles? Est-ce que je dispose d'un inventaire? Pas d'inventaire? Quelles sont effectivement les cultures pratiquées principalement sur ces zones humides? Est-ce qu'elles sont en herbe, pas en herbe? Voilà. La problématique des fossés, ça rejoint la problématique là aussi des chemins de l'eau. Mais au-delà des fossés, ce qu'on aurait pu remettre également, c'est l'aspect drainage, hein, puisqu'obligatoirement avoir une identification claire de l'ensemble des parcelles drainées avec tous les transferts qui sont liés, c'est quand même très important. Et puis, vous pouvez avoir un certain nombre de données également sur des failles géologiques et autres qui peuvent être des zones de transfert privilégiées. Donc là, ça fait appel à ce qu'on a vu tout à l'heure, l'état des connaissances géologiques notamment, qui vous permettrait d'avoir des zones de vulnérabilité un petit peu plus importantes que d'autres. Le siège d'exploitation, clairement, là, on va travailler sur les problématiques de stockage, quels qu'ils soient, que ce soit au niveau des effluents ou le problématique de stockage des phytos, c'est exactement le même problème. C'est est-ce qu'on a des risques effectivement de transfert à partir de ces zones de stockage, de ces zones de remplissage, que ce soit pour des effluents ou que ce soit pour des produits phytos, hein. Quel est le matériel utilisé également, hein, pour pouvoir faire mes épandages, parce qu'on a plus ou moins là aussi du matériel performant. Et puis, on a tous les problèmes d'étanchéité, de transfert, de lien avec l'eau pluviale. Sur une exploitation, on oublie souvent qu'on a beaucoup de surfaces couvertes, que ces surfaces couvertes génèrent beaucoup de flux d'eau pluviale qui peuvent se contaminer lorsqu'elles vont effectivement être au contact d'air bétonné, de zones de transfert, etc., qui peuvent être des sources de pollution. Donc, on identifie clairement ce qui se passe en termes de stockage, mais on identifie clairement également comment sont gérées les eaux pluviales à l'échelle de l'exploitation, puisqu'on on a des risques de transfert très importants à ce niveau-là. Et c'est un élément clé qui est souvent oublié, alors que ça génère des zones, des transferts très importants. Le bilan donc qu'on va réaliser sur une exploitation doit nous permettre effectivement, ce que j'expliquais, de comprendre la logique de fonctionnement de l'exploitation, du système d'exploitation. On ne juge pas, on n'est pas là pour juger effectivement du système, on fait un diagnostic, hein. Donc on n'est pas là pour dire c'est bien, c'est pas bien, on essaye de comprendre la logique de fonctionnement de l'exploitant
au travers de ces pratiques pour faire bouger les choses. Après, on a le plan d'action. Mais si on commence à l'état du diagnostic des pressions à juger de telle ou telle pratique, on se met en danger pour pouvoir construire un plan d'action parce que là, on va être dans du blocage. Il y a des grandes chances. Donc, attention, restez objectif. On fait l'état des lieux, mais on ne juge pas si c'est bien ou pas bien. Les gens font le lien directement. Lorsque vous allez faire le bilan global de ces diagnostics avec les transferts, avec la pollution, chacun pourra s'y retrouver et savoir où est-ce qu'il va se situer. Mais on ne stigmatise pas telle exploitation ou telle autre exploitation. Il faut éviter, sinon vous irez au blocage. Donc, comparer sans juger, analyser les différentes situations, les niveaux de risque. On pointe des systèmes qui sont avec des niveaux de risque, bien évidemment. On montre également, au travers d'exemples assez pédagogiques, effectivement, que dans tel ou tel cas, on a des transferts qui sont maximalisés. Dans tel ou tel autre cas, on minimise effectivement les transferts, ce qui nous permet là aussi de voir les leviers qu'on va pouvoir mettre en œuvre dans le cadre du plan d'action. Et puis, ne pas oublier une chose, bien mettre en avant également les contraintes structurelles qui peuvent exister au niveau d'un ensemble d'exploitations sur les différents systèmes qui sont mis en œuvre. Et vous allez avoir, là aussi, on va pouvoir analyser les pratiques, regarder les pressions et regarder les émissions, ce que ça va pouvoir nous indiquer et construire à partir de là un ensemble d'indicateurs qui vont à la fois nous permettre de construire notre plan d'action, mais que l'on va regarder également dans le cadre de notre diagnostic. C'est ce que j'ai indiqué tout à l'heure, à savoir notamment les reliquats. Dans le cadre des diagnostics de pression, il faut entrer très, très rapidement sur la réalisation de reliquats à l'échelle de différentes parcelles pour que vous puissiez vous en servir d'un point de vue pédagogique et comme pour avoir une photographie de départ. Ce qui va être important, c'est effectivement là aussi de faire preuve de pédagogie pour bien partager l'ensemble de ce diagnostic. Ne pas omettre, c'est ce que j'ai déjà indiqué, les aspects connaissances sur les aspects hydrogéologie pour dire, ben voilà, le transfert, il existe. Il existe parce qu'on a telle pratique, on génère tel risque à tel niveau, on a un transfert vers l'eau, et l'eau, elle circule de telle ou telle façon pour arriver jusqu'au niveau du captage. Donc, ça nous permet de faire le lien, effectivement, entre l'origine de la pollution et la pollution en tant que telle. Et puis, ne pas omettre non plus de parler de la sensibilité spécifique d'un milieu. Vous avez des milieux qui sont beaucoup plus sensibles que d'autres. Les agriculteurs ne sont pas responsables, mais c'est l'élément sur lequel ils vivent. Ils ont un milieu plus sensible, donc ils doivent aussi, dans le cadre du plan d'action, en avoir bien conscience. C'est-à-dire que le niveau d'exigence que l'on peut demander lorsqu'on est sur un milieu très sensible n'est pas le même lorsqu'on est sur un milieu qui le serait beaucoup moins. Bilan du diagnostic, donc à partager avec l'ensemble des acteurs, avec la photographie actuelle des pressions et des risques de transfert et des pollutions qui en résultent. Regardez si effectivement on a, avec les données plus anciennes, notamment sur la qualité de l'eau, un basculement pour faire le lien entre des pratiques, des rotations, des cultures qui sont mises en place et une évolution à la fois des concentrations en nitrate ou en phyto. Faire un état concret des pressions actuelles qui existent sur votre territoire. Ça, il faut être transparent. On a tel niveau de pression, voilà, et on sait que ce niveau de pression, globalement, engendre les résultats que l'on a actuellement en termes de concentration en nitrate ou en phyto. Et à partir de là, en fonction justement des éléments que vous aurez mis en avant au préalable sur les systèmes qui sont plus ou moins générateurs de risques, vous allez pouvoir effectivement regarder déjà quel peut être un certain nombre de leviers que vous pourriez identifier pour pouvoir travailler sur votre plan d'action. En lien là aussi avec l'état des lieux du paysage. On veut modifier des pratiques d'un côté, OK, on a fait un diagnostic. Si on ne regarde pas l'aspect paysage et comment est-ce qu'on peut le faire évoluer pour améliorer effectivement les solutions fondées sur la nature, la résilience du milieu, bien, vous n'aurez fait qu'un des volets. Ça, c'est hyper important. Et le dernier point, ça sera bien évidemment de faire le diagnostic
là aussi sur ce qui se passe au niveau des sièges d'exploitation, le travail à réaliser, qui constituent des points de pollution ponctuels, mais qui peuvent se transformer très très rapidement sur des points de pollution diffuse. Voilà, je vous remercie, j'ai beaucoup parlé. Merci Bruno, c'était complet, parfait, très clair. J'espère que la quarantaine de personnes en ligne aura aussi apprécié. Je vais laisser la parole à Jérôme pour la partie financement de ces diagnostics de pression. Si tu veux bien Oui, partager ton... tu veux que j'aille J'arrête le par... partage. Voilà, Ouais. Ok, tu veux que je partage le mien, c'est ça? c'est ça. J'en profite hein, pour le temps là de passage de diaporama pour rappeler que donc Bruno Le Breton vient de faire un petit diaporama de ce qui se passe pour faire les diagnostics de pression et qu'il sera aussi présent pendant la formation à l'Adréal les 16, 17, 18 avril hein, et pour parler des plans d'action. Et si parmi la quarantaine de personnes présentes aujourd'hui, il y en a qui souhaiteraient aussi une web conférence sur ce sujet, bien entendu, on pourra imaginer mettre ça en place également. Voilà, c'est bon pour toi, Jérôme. On Ouais, a... c'est bon. Vous Oui, voyez oui, mon oui, oui. diaporama, c'est ok? Tu peux partager en plein écran si tu veux. Ouais. On passera à la phase de questions à la fin des deux présentations. Pour l'instant, je coupe mon micro. Voilà. Donc, je vais être assez rapide pour illustrer les propos de Bruno sur la partie financement. Bon, d'abord pour dire que la politique de l'agence, bien sûr, s'inscrit dans une politique territoriale et vous avez ici la cartographie des contrats territoriaux de l'agence avec les référents territoriaux qui gèrent ces contrats. Je passe là-dessus. Alors, le financement de l'agence en matière d'études des pressions agricoles est à un taux de 50%. Ce que je souhaitais juste rappeler, c'est que cette étude est destinée à déterminer les différentes sources de pollution. Ce qu'on ne veut pas, c'est une étude un peu généraliste et qui va faire des diagnostics un peu généralistes sur chacune des exploitations agricoles. Ça ne va pas beaucoup nous servir. Le but du jeu, c'est bien d'identifier les pollutions et de savoir d'où elles viennent. Donc, en matière de nitrates et de pesticides, on a un certain nombre d'attendus, notamment dans les cahiers des charges des études. Alors, je vous ai recité ici quelques exemples, mais ça reprend exactement les propos de Bruno, à savoir des analyses de reliquats pour connaître l'état de la fertilisation par culture et par exploitation, pour voir bien sûr quels sont les potentiels problèmes. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que l'étude, elle doit être pratico-pratique, elle doit déterminer les sources de pollution et bien sûr, ça va guider le programme d'action inévitablement derrière et son efficacité parce que si on tombe à côté des véritables sources de pollution, finalement, tout ce processus-là n'aura pas servi à grand-chose. Le diagnostic des sites d'élevage, des serres également de production végétale. Hein. Si sur l'aire d'alimentation, il y a des serres de production végétale hors sol, c'est une source de potentiel de pollution, de pollution auquel il faut s'intéresser. Des analyses également nitrates de tout le réseau circulant, des cours d'eau, les fossés, les sorties de drains. Ça va nous permettre de mieux connaître les flux d'azote à l'échelle de la AC, des diagnostics d'exploitation pour voir quels sont les problèmes potentiels de respect de l'équilibre de fertilisation à la parcelle, des rotations, des rotations à risque, et puis de la gestion du pâturage pour ce qui est des bovins, et puis les capacités de stockage des effluents d'élevage que Bruno a également présenté juste avant. L'état des lieux au niveau parcellaire, paysage, état des lieux du bocage, ce qui est plutôt pas mal en général, c'est des études DPR2 à l'échelle de l'AAC pour voir quelles sont les vulnérabilités intrinsèques à l'échelle de l'AAC. En matière de pesticides, ce qu'on demande, c'est bien sûr de s'intéresser aux molécules véritablement utilisées, bien sûr avec un zoom sur les herbicides qui sont en règle générale les molécules qu'on retrouve dans les captages d'eau potable.
avec un focus bien sûr sur les molécules utilisées en prélevé. Pourquoi? Parce qu'elles sont utilisées à une période où on a un risque maximum de transfert et avec un grammage hectare qui est souvent assez important. On va demander également à caractériser les pratiques de désherbage mécanique, l'utilisation potentielle ou pas à l'échelle de la l'AAC de cultures à bas niveau d'intrants. Et puis encore une fois, même étude bocagère pour limiter les transferts. Tout ça, ça va bien sûr conditionner la définition du programme d'action derrière. Je finirai sur quelques petits exemples. Le captage et drain-drain, captage qui alimente en partie l'agglomération rennaise avec une eau souterraine, à peu près 140, 150 exploitations. Ce diagnostic s'est intéressé à toutes les pratiques de rotation à risque en termes de lessivage de nitrate, qui était la problématique de ce captage-là. Et juste cette diapo-là, je la trouve intéressante parce qu'elle a permis de caractériser les pratiques agricoles à risque, à la fois en termes de pratiques de fertilisation, de retournement de prairies, parce que, encore une fois, le diagnostic, il est adapté au territoire, il est adapté aux pratiques agricoles. On est sur un bassin versant laitier intensif, donc retournement des prairies, et puis également sur les pratiques de gestion au pâturage et de pression de pâturage avec un indicateur que certains, j'imagine, connaissent, qui est l'indicateur JVP. Autre exemple, le captage de Tromenec-Landéda, où on a une analyse reliquat post-absorption des parcelles culturales de l'AAC pour identifier les pratiques d'exploitation qui peuvent poser souci et qui mériteraient d'être intégrées dans un programme d'action juste après. Autre exemple sur un captage de l'Anourec, avec un état des lieux du bocage et du réseau hydrographique, tout le réseau circulant qui a été caractérisé. Donc voilà, ça va permettre de voir les problèmes, de voir s'il y a une modification de la gestion hydraulique à prévoir à l'échelle de l'AAC, et puis si de la même manière, il y a quelque chose à faire en termes de replantation bocagère pour avoir quelque chose de plus cohérent pour pouvoir limiter les transferts. Et dernier exemple, toujours sur le captage de la Nourec, avec les analyses du réseau d'eau circulant pour voir d'où peuvent venir peut-être préférentiellement des problèmes et donc identifier plus précisément l'origine de certaines pollutions et certaines fuites d'azote. Donc voilà, ça c'est des choses, voilà, c'est des choses que l'on demande, nous, à figurer dans les CCTP des études des pressions agricoles pour pouvoir être le plus pertinent possible en matière d'identification des pollutions et puis surtout, bien sûr, derrière, pour avoir des programmes d'action qui soient les plus efficaces possibles pour pouvoir essayer d'améliorer la situation du captage. Merci Jérôme. Merci à Bruno également. On va passer à la phase des questions. Est-ce que les participants peuvent activer leur micro, hein, ou écrire leurs questions dans le chat? C'est toujours difficile de prendre la parole en premier. Bonjour, Bonjour. Bérangère Hénache, du Pays Saint-Malo. J'ai Bonjour une Bérangère. question. Bonjour à tous. Par rapport au diagnostic des pressions agricoles, je voulais savoir si dans la réglementation, il y avait une unité qui permettait de définir la pression phytosanitaire. Est-ce que c'est des quantités par hectare et par an épandues ou est-ce qu'il y a une unité voilà qui est utilisée ou alors c'est à nous de la choisir, c'est à nous de définir en fonction des spécificités de nos territoires. Dans la réglementation, à ma connaissance, non, il n'y a pas d'unité. En matière de pesticides, il y a différentes unités quand même qui sont couramment utilisées. Alors la première, tu l'as évoqué, c'est la QSA, la quantité de substances actives, hein, le grammage utilisé à l'hectare. Ça, c'est un premier élément qui peut expliciter les transferts. Après, il y a d'autres facteurs. Bien sûr,
c'est la demi-vie de la molécule, c'est aussi sa capacité à partir avec l'eau, donc son KOC. Donc il y a des outils, notamment développés par l'INERIS, qui permettent d'essayer de prédire un potentiel de pollution à partir de ces éléments-là et de ces molécules-là. Euh, alors après, il y a aussi un autre indicateur qu'a évoqué Bruno, qui est l'IFT, mais qui se raisonne plutôt à l'échelle d'une exploitation et qui traduit plus l'intensité d'utilisation de pesticides pour un système d'exploitation donné, quoi. Il ne va pas forcément traduire le risque de fuite derrière, puisqu'en fait, on ramène ça à la dose unitaire. Et là, de manière physique, la quantité de substances actives hectare est déjà beaucoup plus pertinente, ne serait-ce que pour traduire le risque de pollution que l'IFT. Ok. Et j'ai une autre question, j'en profite d'avoir la parole. C'est une question très pratico-pratique, c'est le lien sur DS pour faire la demande de subvention liée à l'étude des pressions. J'ai du mal à trouver ce lien, voilà. Donc peut-être faut le redonner plus tard. Ouais, alors je vais pas pouvoir te le donner comme ça, mais c'est le formulaire formulaire étude, mais Tu on pourras t'enverra. peut-être me le faire passer, Jérôme, mais je C'est ce le que ferai circuler. c'est ce que j'allais te proposer, ouais. Ok, Ok, parfait. merci beaucoup. Et Bruno avait peut-être quelque chose à compléter sur ta première Ah, question. justement, pourquoi est-ce qu'on ne s'embarque pas à définir clairement des indicateurs sur les aspects phyto? Tout simplement parce que les enjeux, qu'on soit en ESU ou en ESO, sont pas obligatoirement les mêmes. Les problématiques de transfert sont pas les mêmes. Et donc, avoir une photographie effectivement sur les quantités de substances actives qui sont réellement utilisées, moyennées, etc., ça reste quand même un indicateur le plus pertinent, hein. J'ai dit tout à l'heure que l'IFT me semblait pas effectivement le bon indicateur parce que on va comparer un ensemble d'éléments, c'est pas ce qu'il y a de plus pertinent. Donc, il faut être capable d'identifier clairement les molécules, la problématique des métabolites qui sont issus de ces molécules pour qu'on ait une idée des pressions en termes de matière active, de quantité de matière active utilisée effectivement sur une aire d'alimentation de captage. Ok, merci. Y a-t-il une autre question? N'hésitez pas à activer vos micros. Oui, Il y a Samuel qui veut parler. ouais, bonjour. Bonjour. Euh, J'avais une question très basique. En fait, c'est à qui s'adresse, en fait, à quelles aires d'alimentation de captage s'adressent ces diagnostics-là? Est-ce que c'est toutes les aires d'alimentation de captage? Est-ce que c'est celles qui sont définies comme sensibles dont on n'a pas encore la liste, si je me trompe pas? Et Pour l'instant, on s'adresse uniquement aux aires d'alimentation de captage prioritaire, mais effectivement, d'accord, ça risque de s'étendre à la liste des captages sensibles que à l'on terme. attend. Ouais. Et puis, ben, pour un territoire comme celui de l'Égard, où on a des prises d'eau complètement à l'aval du bassin versant, ça fait effectivement des aires d'alimentation de captage superficielle très importantes en termes de surface. Donc, par rapport à tout ce qui a été présenté, en fait, ça pose la question de la capacité à faire quand on est sur un territoire de 500 km², 600 agriculteurs. Enfin, voilà, tout ce qui a été présenté, en fait, ne semble pas adapté à des échelles de ce type-là, quoi. Alors, Je crois que Bruno pour en te a parlé. répondre, parce qu'on a le cas aujourd'hui sur des bassins versants de même typologie un petit peu, euh, obligatoirement avoir une idée des pressions va relever effectivement d'un système d'enquête à l'échelle d'un bassin versant comme celui du Léguerre, hein. Tu seras obligé effectivement de passer effectivement par cette phase. Tu auras, tu ne pourras pas aller effectivement réaliser un diagnostic sur chaque exploitation. Déjà, le temps que tu le réalises, tu vas avoir des choses qui vont énormément bouger. Donc, il faut par contre être en capacité d'analyser le territoire pour identifier éventuellement est-ce qu'on a des sous-bassins versants qui seraient beaucoup plus contributeurs que d'autres. Et par contre, effectivement, là, c'est rechercher sur ces sous-BV, avoir un diagnostic des pratiques qui te permettra de mettre en avant les diagnostics, les pratiques à risque par rapport à d'autres sous-BV. C'est-à-dire que là, il faut jouer sur la complémentarité entre deux sous-BV. Un sous-BV qui serait très faiblement
contributeur, quelle est sa caractéristique en termes de diagnostic territorial, que ce soit en termes de pression d'un point de vue géologique. Un autre bassin versant qui, lui, va être jugé beaucoup plus contributeur. C'est quoi la différence entre les deux? Là, tu vas clairement permettre d'identifier déjà à minima les pistes d'action que tu vas devoir mettre en avant après. Merci. D'autres questions? Il reste quelques minutes. Profitez. Moi, j'en ai une, alors si personne ne prend la parole. Lorsque l'on a des diagnostics de pression à faire et que les agriculteurs sont réticents à ouvrir leurs portes, comment fait-on? Dans tous les cas, on est sur. Alors, l'avantage, c'est qu'en captage prioritaire, on a toujours le bâton, entre guillemets, réglementaire que l'on peut activer. C'est-à-dire que méconnaître effectivement ce que pratique une exploitation, c'est toujours très dangereux pour l'exploitant, parce qu'on peut lui imposer effectivement un certain nombre de règles qui vont être complètement inadaptées, hein, à son système d'exploitation. Donc ça, il faut être capable de faire de la pédagogie. Je sais bien qu'actuellement, on a beau le dire, on a beau essayer de le faire, ça passe un peu mal au niveau des campagnes. Mais dans tous les cas, il vaut quand même mieux essayer de convaincre effectivement pour la réalisation du diagnostic. La transparence permet toujours de mieux faire avancer les choses, dans tous les cas. La méconnaissance effectivement d'un territoire conduit, dans tous les cas, l'État à prendre des mesures réglementaires qui ne sont pas obligatoirement les plus adaptées à tous. Voilà. Donc, c'est ça qu'il faut qu'on mette en avant. On est dans le cadre de captage prioritaire. Si on avait 80% des agriculteurs, effectivement, qui s'avéraient à être très récalcitrants pour rentrer dans une démarche volontaire de diagnostic, etc., ben, dans tous les cas, on a la possibilité de rentrer sur une zone soumise à contrainte environnementale. On met des mesures en œuvre pendant un an max, et puis au bout d'un an, on les rend réglementaires. Et dès lors qu'elles sont réglementaires, c'est zéro financement. Donc, on a toujours cet outil-là, hein, pour essayer de faire pression, hein, mais on a aussi la possibilité de l'activer. Et historiquement, on l'a fait, hein, sur un certain nombre de captages où il y a eu de la réticence à vouloir avoir une démarche volontaire à construire des plans d'action qui sont ambitieux. Ben, l'État a pris ses responsabilités, a pris des arrêtés phase volontaire de ZSCE pendant un an, et puis au bout d'un an, on a rendu les mesures obligatoires. Et je rappelle, dès lors qu'elles sont obligatoires, c'est zéro financement à la clé. C'est clair, merci. Est-ce qu'il y a des questions dans le chat? Je n'en vois pas. Par contre, vous trouverez dans le chat un lien que je viens de mettre pour, si vous êtes intéressé pour valoriser ce que vous faites sur vos aires d'alimentation de captage, il y a un concours ouvert, hein, le Grand Prix 2024 de l'OFB, hein, sur la préservation des captages d'eau potable, avec un dossier très simple à faire pour le 1er juin 2024, à déposer avant. Donc, c'est ouvert au 14 mars, donc il y a quelques jours. Donc, n'hésitez pas à se rapprocher de moi si vous voulez plus d'informations. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, on s'arrête là. C'est 15 heures pile. Parfait. 1 heure.